Bonjour à tous et bienvenue dans Sagesse bouddhiste, tournée exceptionnellement en Suisse, ici à Gruyère, une petite cité médiévale connue pour son fromage, ses alpages, son château et son église. C'est ici qu'un grand collectionneur d'art bouddhiste tibétain a trouvé un écrin pour abriter sa collection unique au monde. Alain Bordier a découvert l'Inde et le Tibet dans les années 90 lors de nombreux voyages. Voici tout de suite son histoire. Issu d'une grande famille protestante de Genève, Alain Bordier a hérité de ses aïeux le goût des collections. Mais celle qu'il a commencée il y a près de 50 ans relève d'une autre dimension, l'émotion pour la spiritualité et la beauté des objets religieux himalayens qui le bouleversent dès le début de son histoire. Elle commence en Inde dans les années 70, donc 70, soyons français. Et plusieurs voyages, peut-être une dizaine de voyages en Inde, puis le Ladakh, puis l'Himalaya, donc depuis le Cachemire, on monte, Kargil, la Mayuru, et ensuite Alchi, etc., les monastères du Ladakh. Une magnifique région. Après l'Inde, après l'art indien, l'art bouddhique m'a vraiment impressionné. Je collectionnais déjà des objets bouddhiques de l'Inde, mais là j'ai switché et puis je suis parti sur le Ladakh et sur l'art tibétain lui-même. C'est au monastère d'Alchi, tout au nord de l'Inde, que se révèle sa passion. Alchi était vraiment une découverte. C'est un monastère qui date du XIe siècle, qui a été fondé par Ritcheng Zampo à l'époque. Il a fait 108 monastères au Ladakh. Ce monastère a des influences de différentes régions, même de Perse, du Cachemire, tibétain, etc. Donc c'est un monastère extraordinaire et qui n'a pas été utilisé pendant des siècles par les moines. Ce qui fait qu'il est resté, pour ainsi dire, intact. On est arrivé, je crois que c'était au mois d'octobre, il y avait les moissons, donc il y avait les gens qui tournaient pour écraser le blé, enfin l'orge, puisqu'il n'y a pas de blé en altitude, c'est de l'orge. Donc il y avait toute une vie, et les gens chantent, c'est extraordinaire, quoi. Le projet de la collection est arrivé plus tard, en 93, quand j'ai visité... Donc je suis devenu bouddhiste en 89, et en 93, j'ai visité les monastères au Tibet. Et ça a changé ma vie complètement, puisque on a vu énormément de choses. J'ai voulu faire un temple dans ma maison. C'est pour accompagner son ami tibétologue Ulrich von Schröder qu'Alain Bordier se rend 7 fois au Tibet dans les années 90. Leur projet, faire un inventaire photographique des milliers de statues religieuses qu'il découvre de temple en temple. Au deuxième voyage, on a eu le Jokang qui s'est ouvert. Le Jokang, c'est quand même la cathédrale de Lhasa. Il y a toutes les traditions tibétaines, toutes les lignées sont représentées au Jokang. Donc c'est quand même le temple principal de tout le Tibet. C'était extraordinaire. Parce que les Chinois, à la fin, dans les dernières années de leur destruction, ils ont amené les statues qu'ils avaient récupérées au Jokang. Donc on avait des tas de statues, mais dans des pièces jusqu'au plafond, les unes sur les autres. Enfin, c'était horrible. J'ai fait une photo de ça, mais ça me levait le cœur quelque part. Donc, bon, on est arrivé, et notre travail, c'est un inventaire photographique. Donc on commençait d'abord par les meilleures statues, les meilleurs objets, parce qu'on ne pouvait pas prendre tout, il fallait vraiment sélectionner. J'étais là aussi pour sélectionner. On nettoyait les statues qui étaient pleines de poussière. Et on les mettait, on avait un studio, donc avec des lampes, on avait des piles, on avait une caisse de piles pour changer. L'appareil photo, il fallait changer le film toutes les 24 photos. Donc on faisait que des photos couleurs, donc on voulait faire que des photos couleurs.
Et, voilà le travail, quoi. Donc, et on était aidés par les moines. Il y avait toujours 3-4 moines avec nous. Donc, on a passé plusieurs jours, si ce n'est semaines, dans cet endroit, dans ce Jokang, qu'on connaissait bien. On a photographié aussi toutes les sculptures, hein. C'était un temple qui date du 7e siècle, donc il y a des choses à expliciter, hein. Les embrasures de portes sont les jatakas, c'est les histoires du Bouddha ancien, donc avant qu'il soit le Bouddha. Donc, des choses très intéressantes et des très belles sculptures, hein. On s'est concentré sur les statues. Et la plupart des moines ne connaissaient pas, en fait, quelles étaient ces statues. Il fallait leur expliquer, hein, il fallait leur dire cette statue représente, etc. Même au Potala, quand on est allé les fois suivantes, il y avait une statue de Jain. Ils avaient marqué Bouddha, donc ils avaient peu de connaissances à l'époque. Et on a reçu les étudiants de l'université. Ils étaient nombreux avec plein de photos pour nous demander ce que c'était, etc., etc. Donc on a passé l'après-midi avec les étudiants de l'université de Lhasa. Souvent, c'est habillé d'écharpes de soie, appelées kata, que leur sont présentées de grandes statues. Une tradition du bouddhisme tibétain, le Vajrayana. C'est une relation que le fidèle a avec la statue. Donc il offre des katas, des écharpes. Et, peu à peu, il y a beaucoup. Et puis il y a des moines qui sont toujours autour de la statue, et puis qui en enlèvent. Voilà. Et puis même, il y a des fois des couronnes, il y a quand même des choses qui sont rajoutées, qui ne font pas partie de la statue originelle, hein. Donc, à Sera, qui est un monastère qui se trouve pas loin de Lhasa, là, on a pu déshabiller les statues, les 8 bodhisattvas, qui sont les plus importants bodhisattvas du Tibet, qui font 1m20, 1m30, hein, donc c'est des grandes pièces. Et là, c'est le moine qui avait plus de 80 ans que je tenais pour pas qu'il perde l'équilibre. C'était un bout de fer, hein, donc ce moine, il a enlevé lui-même toutes les écharpes. Il voulait pas que ce soit un étranger ou quelqu'un d'autre qui le fasse que lui. Il était responsable de ce temple, hein, de cet endroit, hein. Le Potala était gouverné par 2 Tibétains. Et ils ont mis peut-être 3, 4 fois, 5 fois à nous ouvrir, mais ils nous ont ouvert le Potala, sans autorisation des autorités chinoises, hein. Donc on a pu faire au Potala sur 5 différents temples où il y avait beaucoup de petites statues, hein. Donc au Tibet, c'est des statues transportables. Donc c'est des statues qui, en fait, les moines vont de village en village avec les statues, avec des tankas, des peintures. Et ça permet d'avoir un petit temple qui est organisé. Et, on a des objets pour parler et pour faire des rituels, donc avec ces objets. Donc c'est souvent des statues transportables. Et la statue est un don, donc c'est une acquisition de mérite pour celui qui donne la statue. Et donc au Tibet, il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits, beaucoup de mérites acquis par les personnes qui donnaient, quoi. Donc ça a été une profusion d'objets. Une profusion d'objets, mais pour autant, jamais Alain Bordier n'a acheté de statues sur place au Tibet pour créer sa collection. On a voulu vraiment ne pas sortir du Tibet quoi que ce soit, hein. Donc on n'a absolument rien acheté au Tibet. Et même pas vu les marchands, hein. Donc, et les marchands qu'on rencontrait, parce qu'il y avait beaucoup de marchands qu'on connaissait, des gens qui venaient de Katmandou, d'Amérique, d'ailleurs, hein, on ne parlait pas avec ces gens. On ne voulait pas avoir de contact avec les marchands. Parce qu'on ne peut pas aller dans un pays et faire un projet comme qu'on voulait faire, hein, ce projet de faire un inventaire sur ce qu'il y a encore au Tibet, ce qui reste au Tibet. Et il reste, les meilleures statues sont au Tibet, donc il reste vraiment
une masse de choses. Hein. Donc on ne voulait pas avoir de contact avec les marchands. C'est donc chez les antiquaires et dans les salles de vente du monde entier qu'Alain Bordier acquiert ces objets, pour avoir auprès de lui la beauté et le rayonnement spirituel de ces statues millénaires. Moi, je voulais faire un temple, moi, parce que j'avais visité les monastères, et puis je trouvais magnifique, et puis j'étais complètement pris par les objets. Hein. Ces objets vous hypnotisent quelque part, hein. Donc vous les regardiez, j'avais des lampes, j'avais une table tournante, enfin j'étais organisé dans ma chambre à coucher à Genève, j'avais 2 chambres à coucher, hein, donc j'avais assez de place, où mon père est décédé en fait, c'était dans la chambre de mon père. Mais j'accumulais, hein. Donc ça devenait de plus en plus trop. Et j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et là, l'idée du musée commençait à s'imposer quelque part. Et puis bon, un jour, on me signale qu'il y avait une chapelle à vendre. Je suis venu visiter, et puis voilà. Quoi. Donc là, Mais dès le départ, j'ai voulu faire une donation des objets. Donc les objets faisaient partie de la fondation intégrante. Donc il y avait une liste, etc., qu'on envoyait au service des fondations, hein, qui a été déclarée d'intérêt public et à but non lucratif. Hein. Donc il y avait cette chapelle, c'était en très mauvais état, c'était pas trop cher parce que personne ne voulait l'acheter, c'était à vendre depuis 4 ans. Et puis voilà, j'ai acheté. Et puis, à 60 ans, je me suis lancé dans cette opération compliquée. Mais très satisfaisante. Et en 2023, j'ai donné les bâtiments en même temps. Comme ça, les bâtiments, l'écrin est conservé et les statues sont dans son écrin qui appartient à la même fondation. Alors la chapelle a été désacralisée en 1921, qui était une chapelle qui était dédiée aux sourds-muets. Du reste, il y a une fresque qui décrit le Christ qui guérit un sourd-muet en mettant « Ouvre-toi ». Donc c'est un peu la devise du musée, hein, « Ouvre-toi ». On a remis la chapelle en ordre. C'est un lieu quand même spirituel, c'est un lieu d'esprit, et donc c'est un lieu qui, pour moi, était... C'est aussi ça qui m'a fait prendre la décision. Hein. Donc on a pu faire les 2 choses en même temps. Donc le Bouddha et Jésus dans la même chapelle. C'est Jésus, Sacré-Cœur, hein, donc il a sur le vitrail qui est au centre de la chapelle. Donc ça va très bien, quoi. Le cœur, c'est l'esprit, hein, dans le bouddhisme, hein, donc tout est dans le cœur, hein, donc ça correspond. C'est ainsi qu'au pied du château de Gruyère, Alain Bordier a ouvert en 2009 le Tibet Museum, un lieu au rayonnement spirituel inspirant. Et pour prolonger cette émission, voici quelques conseils de lecture. Trésor du Tibet sur les traces de Milarepa, écrit par Étienne Bock, Jean-Marc Falgombello et Magali Génie, publié chez Flammarion. On trouvera en première partie de ce très beau livre le récit des voyages incroyables d'Alain Bordier au Tibet et en Himalaya. On découvrira aussi comment l'art sacré tibétain peut inviter à la transformation intérieure. Carnet d'un moine errant, les mémoires de Mathieu Ricard chez Alary Éditions. Bouleversé par sa découverte de l'Inde et de son maître Kangyo Rinpoché, Mathieu Ricard abandonne tout de sa vie occidentale pour se consacrer au bouddhisme, avec dès ses premiers séjours la mission de photographier les archives des temples tibétains pour les sauvegarder à tout jamais. Et puis l'art bouddhique de Gilles Béguin aux éditions du CNRS. Notre émission se termine. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme de France.tv. À très bientôt pour d'autres émissions sur le Tibet Museum de Gruyère.